Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur l'intervention de l'État dans l'économie. Donc sans plus attendre, c'est parti. Maintenant, je vous invite à suivre notre nouveau professeur. L'État est un acteur fondamental en économie aux côtés des ménages, des entreprises ou des banques notamment. La notion d'État est une notion à la fois économique et juridique qui permet de définir les institutions d'un pays et leurs différents pouvoirs, comme celui de voter les lois, de les faire appliquer et de juger les personnes ne les respectant pas avec une évidente légitimité. Par État, on entendra donc ici toutes les institutions, centrales ou locales, jouant un rôle dans ce processus de création et d'application du droit sur un territoire donné, pour ce qui nous concerne, la France. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et puisqu'on est en économie, on abordera ici essentiellement le rôle que joue l'État grâce à son intervention sur les mécanismes économiques, étant rappelé qu'on peut lui donner trois missions essentielles: la réglementation, c'est-à-dire la création du droit, la redistribution, c'est-à-dire son pouvoir de modifier la répartition des revenus, et la production, l'État étant lui-même un acteur en mesure de créer et vendre des biens et des services, notamment les services publics. Pour analyser cette intervention de l'État, nous allons donc nous pencher sur une distinction théorique entre État gendarme et État-providence, en déduire le degré de son intervention, réelle ou potentielle, dans les mécanismes économiques, étudier comment se construit le budget de l'État et définir deux notions souvent évoquées dans les médias et les débats politiques, à savoir la dette publique et le déficit public. Là, les choses sérieuses vont commencer, les gars. Commençons donc par la distinction entre État gendarme et État-providence. Après que bien des économistes et autres théoriciens aient réfléchi sur la question de l'État, deux grandes définitions ont pu émerger. La première, tout d'abord, est celle de l'État gendarme. L'État gendarme est celui qui se contente d'accomplir un très faible nombre de missions, ne pouvant être prises en charge que par un État et non par un autre acteur de l'économie ou du marché. On parle donc d'État gendarme pour un État qui ne prendrait à son compte que les missions dites régaliennes, c'est-à-dire la police, la justice et l'armée. Le rôle de l'État est donc ici uniquement d'incarner la nation et de défendre ses intérêts et son indépendance, mais un État gendarme ne joue aucun rôle dans l'économie et laisse le marché évoluer sans s'y autoriser la moindre intervention. Il s'agit donc ici d'une notion très libérale. Quelques exemples d'États gendarmes ont pu être observés par le passé, mais le développement économique et les évolutions historiques ont rapidement poussé les États à s'arroger de nouvelles prérogatives, découlant sur une seconde conception théorique. On parle alors d'État-providence pour désigner un État qui, en plus des fonctions régaliennes qu'il continue d'assurer, se dote de moyens d'intervention dans l'économie et de régulation des marchés. Ainsi, un État-providence va se donner un rôle de protection des populations et de l'intérêt général. De plus, outre son intervention juridique et financière, l'État va également mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières pour produire lui-même certains biens et services que les entreprises ne produisent pas elles-mêmes, compte tenu de leur finalité lucrative. Selon cette conception, l'État est donc un acteur à part entière de l'économie et cela se traduit par des notions telles que celles de service public ou de sécurité sociale. Aujourd'hui, bien que les idéologies soient variées à la tête des différents pays du globe, aucun pays n'est totalement un État gendarme ou un État-providence. Chaque gouvernement règle le curseur où il le souhaite en fonction du contexte économique et des idées de ses représentants afin d'intervenir concrètement ou pas sur l'économie tout en laissant le marché évoluer. Cela amène donc à se poser la question du degré d'intervention de l'État sur l'économie. Ça fait peur, hein. Attends, on va développer. Apprécier le degré d'intervention de l'État dans l'économie revient à apprécier son poids, son importance, son influence sur les résultats économiques du pays. Et cela peut se faire par le biais de deux grandes catégories de critères, les critères qualitatifs et les critères quantitatifs. Au niveau qualitatif, tout d'abord, il faut noter le rôle important du secteur public. Il faut comprendre par là que l'État intervient qualitativement dans la production nationale par le biais de différentes structures juridiques. On entend par secteur public toutes les institutions étatiques, que ce soit au niveau central, au niveau régional ou au niveau local, ainsi que les entreprises publiques, ces structures appartenant en tout ou partie à l'État et produisant et vendant un service public, mais avec tout de même un but lucratif, comme par exemple la SNCF ou la Poste. Sur ce point, en France et depuis une quarantaine d'années, l'État est en phase de désengagement. Nombre d'entreprises publiques ont été privatisées, c'est-à-dire vendues au secteur privé, mettant fin au monopole d'État ayant pu exister. Seules subsistent de rares entreprises publiques qui pourraient bien, à terme, finir par subir le même sort. Niveau qualitatif toujours, se pose également le débat sur la question de savoir si l'État doit mettre en place une protection sociale et si oui, de quel niveau. Nous verrons ces éléments plus en détail dans le chapitre 4. Merci beaucoup, le pouce, le partage, le commentaire, l'abonnement, je vous remercie à mort.
Les critères quantitatifs sont quant à eux des critères dont l'évaluation se fait mathématiquement. On peut en effet mesurer le degré d'intervention de l'État en sachant combien il prélève et combien il dépense. Outre le montant de ses recettes et ses dépenses, chiffrés en France en centaines de milliards d'euros, on mesure ainsi le taux de prélèvement obligatoire par la formule suivante: montant des prélèvements obligatoires d'une année sur PIB de cette même année, le tout multiplié par 100. Même chose pour mesurer le taux des dépenses publiques. Ces deux ratios permettent ainsi de savoir quel pourcentage de la richesse nationale est prélevé par l'État et quel pourcentage de cette même richesse nationale est réinjecté par l'État dans l'économie. Oh, assez habile. Tout cela nous amène donc fort logiquement à nous intéresser à la notion de budget de l'État. Le budget de l'État est un document établi annuellement par le gouvernement et voté par le Parlement via ce qu'on appelle la loi de finances. Et ce document a pour objet de lister et recenser toutes les futures recettes et toutes les futures dépenses envisagées par l'État pour l'année à venir. Les dépenses publiques représentent l'ensemble des sommes engagées par les administrations publiques, qu'elles soient centrales, locales ou de sécurité sociale. C'est d'ailleurs aujourd'hui la sécurité sociale et la lutte contre les risques sociaux qui mobilisent la moitié des dépenses de l'État, chose que nous verrons plus en détail dans un futur chapitre. Il te reste des choses à apprendre. Les recettes publiques sont quant à elles les sommes collectées par l'État auprès des autres acteurs de l'économie, ménages ou entreprises notamment. Elles se composent ainsi des impôts, des versements obligatoires sans contrepartie directe faits par les ménages et les entreprises aux administrations publiques, et des cotisations sociales, sommes versées mais ouvrant droit à des prestations sociales en retour. Sachant cela, on ne peut pas conclure sans évoquer deux notions fondamentales souvent utilisées dans les médias, les notions de dette publique et de déficit public. On parlera de déficit public chaque fois que le budget de l'État prévoit des dépenses publiques supérieures aux recettes publiques. Le budget français est ainsi en déficit depuis près d'une quarantaine d'années et à l'heure où j'écris ces lignes, la crise du coronavirus ne devrait rien arranger malgré les objectifs européens fixés par Bruxelles en la matière qui réclament un déficit inférieur à 3% du PIB. Quoi qu'il en soit, cette situation amène l'État à chercher des solutions de financement de ce déficit public, c'est-à-dire trouver les sommes pour parvenir à l'équilibre et pouvoir procéder à toutes les dépenses envisagées. Et pour ce faire, l'État a recours à ce qu'on appelle la dette publique. Il emprunte auprès des banques et des marchés financiers ces sommes tout en s'engageant à terme à les rembourser. Bien évidemment, les 40 années de déficit ont conduit à un gonflement progressif de la dette publique française qui s'élevait en 2018 à 99% du PIB. Là encore, Bruxelles fixe des objectifs aux États membres de l'Union européenne avec une dette ne devant normalement pas dépasser 60% du PIB. Ces objectifs expliquent un grand nombre des choix politiques faits ces 30 dernières années et la crise liée au Covid va fatalement retarder un grand nombre de ces objectifs, notamment le remboursement de la dette. Ça va durer des années, des années, des années. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, ciao, bonsoir.